Merci à vous, merci beaucoup. Le manga sort de ses cases et j'ai le plaisir d'accueillir juste à ma gauche Timothée Guédon, éditeur chez Kana Éditions, Satoko Inaba, directrice éditoriale chez Glénat, Mahmoud Larghem, tout au bout, directeur éditorial chez H2T Éditions, et à côté de moi, Fabrice Dunis, libraire à la librairie Le Camphrier de Strasbourg. Alors, je vais parler chiffres, je suis désolée, on a dit qu'on le ferait pas tout à l'heure, mais quand même, parce qu'il faut savoir, vous le savez sans doute, que la France est le deuxième pays du manga, après le Japon. Dans son hors-série de février-mars 2022, le magazine Lire donnait quelques chiffres. Donc, le CA du manga en 2021, c'est 212 millions d'euros, 29 millions d'exemplaires vendus entre janvier et août, une progression de 124% en un an, dont tout le monde parle, c'est vrai, dans le monde de l'édition. Satoko Inaba, est-ce que vous constatez un changement dans le regard que les adultes, je dis bien adultes, français, portent sur le manga depuis quelque temps? Complètement. Je pense qu'on a de plus en plus de lecteurs et surtout on a peut-être un remplacement de générations qui font que les premiers lecteurs, la génération Club Dorothée, celui qu'on appelle la génération Club Dorothée, a aujourd'hui grandi et les ados d'autrefois sont aujourd'hui les parents d'aujourd'hui et qui n'hésitent pas à partager peut-être leur première lecture de jeunesse avec leurs enfants. C'est ce qu'on voit sur des titres comme Dragon Ball, qui effectivement est un titre qui date des années 90 en patrimonial, France, presque en manga voilà, français. Mais qui aujourd'hui est partagé très souvent par les papas et les enfants qui ont une lecture partagée ensemble. Alors Glénat est le leader du marché en France, un éditeur historique de manga. On parle des années 90, oui. Mais c'est vrai que ça a été, Jacques Glénat a été un des premiers, si ce n'est le premier, à aller chercher du manga au Japon. Il y a la légende de Jacques Glénat qui voulait aller vendre de la BD aux éditeurs japonais et qui est revenu avec Akira dans les valises. Donc il s'est laissé convaincre. Exactement, il n'y a pas perdu, dit mon voisin libraire. Akira, Dragon Ball, One Piece figure à votre catalogue. Le marché français est encore jeune, donc une trentaine d'années. Est-ce que pour autant, il est de plus en plus concurrentiel? Je pense que pour Glénat. Oui, je pense que ne serait-ce que moi, je ne connais le marché que depuis une quinzaine d'années, mais c'est vrai qu'il y a une vraie différence entre ce que j'ai connu il y a 10 ans, peut-être même 20 ans, et aujourd'hui. Il y a de plus en plus d'éditeurs, il y a de plus en plus de titres qui sont sortis et surtout des titres... là où on a commencé avec des Akira, donc des titres seinen proches de la BD et avec des titres comme Dragon Ball, Ranma qui étaient issus de ce qu'on voyait à la télévision. Aujourd'hui, on a vraiment une variété de titres manga qui est vraiment incroyable aujourd'hui. Alors, le marché de l'édition de manga en France repose essentiellement sur l'exploitation de licences qui sont importées du Japon. Alors, j'ai trouvé le chiffre de 1500 mangas qui étaient chaque année traduits du japonais vers le français. Je ne sais pas si ça vous semble... j'ai trouvé ça sur la fondation Konishi pour les échanges internationaux entre le Ça ne me paraît pas improbable si on additionne tous les titres de tous les éditeurs. Alors, vous, justement, vous devez... Parce que c'est pas bon, en fait. C'est pas bon, alors qu'est-ce que vous pensez? C'est le double, ouais. Je pense que c'est le double. On est à peu près, aujourd'hui, on est à peu près entre 250 et 300 titres qui sortent par mois. Donc, si on multiplie juste par 12, on arrive à presque 4000, quoi. Enfin, pas loin de 4000. Effectivement. 1500. Alors, oui. Voilà, j'avais un doute. Non, mais c'est un chiffre qu'on ne trouve pas ou peu. Donc, c'est pour ça que je vous pose la question. C'est l'étape des nouveautés qui vous disent ça et qui souffrent. Qui croulent sous le poids des ouvrages. Alors, chez Glénat, vous devez évidemment vous rendre plusieurs fois par an au Japon pour découvrir, dénicher des titres et lire beaucoup aussi. C'est un peu moins ces derniers temps puisque le Japon était fermé, bien sûr. Mais j'ai pu y retourner récemment et effectivement, beaucoup d'échanges et de veilles passent aujourd'hui par Internet. Oui. Puisqu'on a beaucoup de magazines qui sont disponibles en numérique sur lesquels on peut lire d'ici. Mais effectivement, ça ne nous empêche pas d'aller au Japon, d'aller dans les librairies et de découvrir vraiment sur place, et parfois de découvrir des petites pépites qui ne sont pas forcément les gros titres les plus connus. Et combien de titres donc exploitez-vous chaque année de nouvelles licences? De nouvelles licences? De nouvelles licences. Je pense qu'on a entre 100 et 150 nouveautés à l'année, mais comme il y a beaucoup de suites de séries, je dirais une dizaine peut-être de nouveautés. Okay.
Kana est une filiale des éditions d'Argo Timothée, créée en 1996 sous l'impulsion de Yves Schlierf. Elle est dédiée à l'édition de manga, comme Naruto par exemple, célèbre à votre catalogue. Alors il faut peut-être préciser pour ceux qui ne le sauraient pas que le manga est organisé en catégories en fonction de l'âge et du sexe des lecteurs au Japon. Donc le shonen, qui représente 2/3 des ventes mondiales, c'est un manga d'aventure dédié aux ados plus particulièrement. Donc c'est le manga qu'on connaît le mieux, donc Dragon Ball, on en parlait à l'instant, Naruto, One Piece. Le shoujo est plus sentimental, il s'adresse davantage aux jeunes filles a priori. Le seinen est un manga plus mature pour les jeunes adultes avec des univers parfois un peu plus sombres. Et puis, il y a le Kodomo aussi, qui est un manga destiné à de tout jeunes lecteurs. Les éditions Kana, Timothée, sont sur l'ensemble de ces secteurs oui, de ces catégories. On est ce qu'on pourrait appeler un éditeur généraliste par rapport au manga, avec un socle shonen qui est représentatif un peu de ces chiffres-là, et c'était la volonté de Yves et Christelle de construire le catalogue Kana en s'appuyant sur le shonen pour avoir des succès qui permettront après d'explorer les autres catégories du manga et aller sur des segments un peu plus niches, un peu plus pointus et peut-être plus risqués aussi économiquement. Vous exploitez dans votre catalogue essentiellement des licences importées, mais vous faites aussi du manga de création. Est-ce qu'il est économiquement plus rentable d'importer, de traduire et d'adapter pour le marché français, ou de créer avec des gens d'ici ou d'Europe en tout cas? Ça dépend, on verra. Ça dépend des résultats, si les lecteurs sont conquis ou pas. Mais ça rejoint un peu la discussion qu'il y a eu à la table ronde précédente. On a effectivement une nouvelle génération de jeunes auteurs, de la vingtaine, qui sont nourris et bercés par le manga, mais pas que. Effectivement aussi les dessins animés, les séries télé, les jeux vidéo. Et tout ça, voilà, les amène où ils ont envie de raconter dans ce format-là. Le format du manga les a vraiment embarqués et ils ont envie de se confronter à ce format-là. Et là, Senshiro, l'auteur qu'on voit à l'écran, voilà, quand il parle de ses influences, il dit « J'ai été influencé par des auteurs influencés par Akira ». Donc il y a vraiment une histoire de passation qui se fait. Et après, il cite des dessins animés comme Yu-Gi-Oh! Donc c'est vraiment voilà, la culture de la télé, mais aussi ce qu'ils ont pu lire de part et d'autre qui les alimente. C'est la mondialisation et les nourrit. Et l'accès à l'information aujourd'hui qui est assez facile. Mahmoud Larguem, vous avez créé les éditions H2T, Hydra de tête, avec votre épouse en 2016. La maison a intégré depuis Pika Édition, qui fait partie du groupe Hachette, c'était en 2018. La particularité d'H2T, c'est de proposer justement uniquement des créations originales, pas de licence, pas de traduction. Votre travail consiste donc à dénicher de jeunes mangaka qui souhaitent le devenir via votre maison d'édition. C'est Internet votre principale source de veille, puis comme on le disait à l'instant, comment vous les trouvez, ces jeunes ? Oui, Internet est une arme à côté de laquelle on ne peut absolument pas passer, mais c'est pas forcément mon arme préférée. On va dire que c'est l'outil pratique par excellence. Maintenant, j'ai une affection particulière pour les rencontres directes d'auteurs, notamment au salon, en festival. Fatalement, la situation sanitaire de ces 2 dernières années a un petit peu limité ce champ d'action, mais oui, en tout cas, si je dois pas faire de mauvaise foi, la grande majorité des titres et des auteurs que je déniche, oui, je les ai plutôt repérés sur Internet, effectivement. Via leur travail sur les réseaux sociaux et ce qu'ils proposent. Oui, c'est ça. C'est en fait certains sont plutôt illustrateurs, influencés par le manga. Il y en a qui n'ont même jamais pensé faire de manga dans leur vie avant voilà, de commencer à échanger avec nous. Et puis oui, il y a une partie des dossiers qu'on reçoit également. On en reçoit pas mal. Sur ces dossiers-là, ouais, on est sur un choix extrêmement restreint au niveau de la sélection. Alors, vos auteurs s'emparent évidemment des codes du manga japonais, mais ne sont pas issus forcément de cette culture. Pour la plupart, d'ailleurs, ils sont français, argentins, italiens. C'est ce qu'on appelle le global manga. Quelle différence ça fait au final, s'il y en a vraiment une, en termes de création ? De ma position d'éditeur ou pour un lecteur ? Les deux, mon capitaine.
Techniquement, pour un lecteur, il n'y a pas tant de différence. Qu'on ait dans les mains un manga d'un auteur argentin, d'une auteure australienne ou d'un auteur français, peu importe. Parce que fondamentalement, l'outil qui est utilisé est un outil qui est facilement globalisable, c'est-à-dire que le format même du manga s'est lui-même nourri du format américain. Il y a toujours eu une espèce, j'aime bien dire qu'il y a une espèce de passerelle entre les États-Unis et le Japon. Puis nous, en Europe, on est en dessous, puis on récolte un peu les miettes de ce qui tombe, et puis on essaie de planter ça et de... Moi, je vais arrêter avec les métaphores. Et du coup, je me voyais partir quand même, là, je vais vite me calmer. Et effectivement, alors de ma position d'éditeur, c'est vrai que après mon travail consiste plus à expliquer à un jeune auteur la véritable démarche qui va le faire se distinguer par rapport aux productions japonaises. C'est-à-dire qu'inutile de rentrer dans un mimétisme bête et méchant, simplement parce qu'on va s'engager sur des sujets, des thématiques et des façons de raconter des aventures juste standards d'un personnage qui fait qu'on ne sera évidemment pas crédible. Il y a, je pense, beaucoup plus à raconter. Et quand on vient de pays qui nativement ne sont pas naturellement portés par la culture manga, cela dit, oui, il y a l'outil est le même, mais le fond du propos est différent. Et là, on va greffer dessus le background culturel de chacun de nos auteurs. Et là, on arrive dans une vraie spécificité. Alors peut-être un mot de notre libraire du Confrier, Fabrice, sur le Global Manga, justement. Parce que je voyais que vous réagissiez. Non, moi, je vais réagir sur tout. Alors faut pas Je sais pas si j'ai un micro, si oui. Oui, j'ai tendance à réagir sur tout et n'importe quoi. Donc, Mais le Global Manga, ça dépend. En fait, ça a vraiment, vraiment beaucoup évolué ces dernières années, qualitativement parlant. Je veux dire, à une époque, en tant que libraire, on voyait arriver un manga français, on le voyait avant même d'ouvrir. Avant même de lire le nom de l'auteur, on savait que c'était pas japonais. J'avoue qu'avec H2T, la donne a un peu changé. Avec des auteurs comme Kali, je mets au défi aux gens d'y voir une moindre qualité dans son dessin, parce que c'est très Kali pour le coup. Donc je parle d'un manga qui s'appelle Anna Nobresse, vraiment extraordinaire. Nova, je croyais. Nova, c'est le même auteur, mais Anna Nobresse, c'est vraiment extraordinaire comme titre. Il aurait presque mérité d'être japonais. J'irais bien un dessin animé d'ailleurs, je dis ça comme ça. Mais... Quels sont les titres qui fonctionnent le mieux en ce moment chez vous? Chez moi, parce que c'est pas Les Carnets de l'apothicaire de chez Kiun. Et en deuxième position, Blue Period chez Pika. Ouais. Alors... Mais on est atypique, hein, c'est parce qu'on embête les gens avec. Donc... Oui, mais c'est bien, c'est pour ça que vous êtes là aussi. Depuis sa mise en place en mai 2021, vous le savez tous, le Pass Culture a dopé le marché du manga en France. Donc le dispositif gouvernemental donne aux jeunes de 18 ans un crédit de 300 € pour leurs dépenses culturelles, et puis pour les plus jeunes, 20 à 30 € maintenant pour les 15-17 ans. 1,9 million de jeunes en ont bénéficié en un an. 80% de leurs achats sont des livres et 60% de ces livres sont des mangas. C'est un révélateur intéressant parce que finalement, c'est peut-être une des premières fois qu'on voit un achat complètement autonome des jeunes et qu'on peut mesurer cet achat. Alors moi, ce que je trouve très, très intéressant, c'est que pour la première fois, ce sont les jeunes qui distribuent la subvention publique pour la culture. Donc c'est eux qui décident de où ça va. Donc fatalement, ça va là où à des endroits où peut-être que l'État aurait jamais imaginé mettre 1 centime dans le manga, ou même dans des niches de manga particuliers. Parce que moi, le premier Pass Culture que j'ai eu, c'est une jeune fille qui arrivait avec 300 € d'IAOI. Je pense qu'à priori, l'État n'avait pas prévu de sponsoriser les romances homosexuelles au départ dans son truc. Mais en même temps, ça a fait découvrir à l'État que ça existait. C'est peut-être pas plus mal. Non, c'est vraiment, le Pass Culture, c'est vraiment un truc vraiment, pour le coup, un outil démocratique extraordinaire. On en parlait tout à l'heure, Timothée, sachant que ces chiffres exponentiels qu'on a eu en 2021, c'était aussi peut-être parce qu'au niveau du Pass Culture, l'offre s'était réduite forcément par rapport à la crise sanitaire. Oui, il y avait plus que les librairies d'ouvertes. Donc ces adolescents ne pouvaient pas aller au cinéma, ne pouvaient pas aller en concert, ne pouvaient pas aller à des festivals. Donc effectivement, ça a concentré les choses sur le livre. On voit cette année que l'effet... cette année, on ne parlera sans doute plus de pass manga comme l'année dernière, même si, encore une fois,
ce pass culture, ce n'était que la cerise sur le gâteau du manga. Le marché avait déjà une dynamique dingue depuis plusieurs années. Et là, voilà, c'était vraiment la petite touche en plus. Ça a permis effectivement de mesurer le choix des jeunes. Ce qu'auparavant, il était... Oui, mais encore une fois, c'était biaisé. Il ne faut pas s'arrêter sur l'année dernière, puisque ce sera plus intéressant cette année. Certainement qu'on verra les choses un peu se rééquilibrer, notamment par rapport, je pense, ne serait-ce qu'au cinéma ou la musique. Au reste de l'offre culturelle, effectivement. Satoko Inaba, Glénat est l'éditeur de la série phénomène One Piece. Alors, qui est, c'est vrai, et on parle de chiffres exponentiels dans tous les domaines avec cette série d'Eiichiro Oda. Donc, le tome 101 est paru, 102 au Japon, je crois. C'est le plus vendu au monde avec 500 millions d'exemplaires. Et le héros, c'est Luffy, un jeune homme qui veut devenir pirate et remporter ce fameux One Piece. Donc, il vit tout un tas d'aventures, sachant qu'il a absorbé le fruit du démon et qu'il est devenu caoutchouc, et qu'il peut pas nager. Voilà, ça c'est le postulat de départ. La bande dessinée, le manga est publié depuis 1997 au Japon dans le magazine Weekly Shonen Jump. Qu'est-ce qui fait selon vous le succès et la longévité exceptionnelle de cette série? Beaucoup de choses. Si on savait, je pense que tous les auteurs quelques ingrédients peut-être des succès aussi grands. Il n'y a pas de recette, on l'a déjà dit. Je pense qu'il y a quelque chose quand même qui est très important dans One Piece, c'est qu'il intéresse des jeunes de 7 à 77 ans, c'est qu'il peut être lu par un très jeune public comme première lecture manga pour rentrer vraiment dans l'aventure des héros. C'est une histoire classique quelque part des pirates qui font le tour du monde pour trouver un trésor unique. Effectivement, le postulat de départ est très facile, mais petit à petit, on rentre dans l'histoire, on évolue avec les personnages. Je pense que la recette idéale du manga est dans One Piece. C'est une recette que l'auteur a un peu héritée de son grand maître, qui est l'auteur de Dragon Ball, Toriyama. Donc Eiichiro Oda est un auteur qui lui-même est un grand enfant, donc il s'amuse beaucoup du développement de l'histoire. Et c'est aussi quelqu'un qui n'hésite pas à changer lui-même quelque part, puisqu'il commence sur des traits assez simples. Et au fur et à mesure que le scénario évolue, puisque vous imaginez qu'en une centaine de tomes, il a eu le temps d'évoluer sur beaucoup de points. Et ne serait-ce que graphiquement, on peut voir que les derniers albums sont beaucoup plus riches en dessin, qu'il prend des références un peu partout. Je ne sais pas si on voit très bien, mais là, sur les vagues, par exemple, qui sont dessinées dans cette partie du manga qui est dans un univers un peu japonisant, il s'inspire beaucoup des œuvres, des estampes japonaises. Sur les tout derniers chapitres qui sont publiés, alors qui ne sont pas encore sous forme de livres, il prend des influences comics aussi. Donc on va dire que c'est quand même l'auteur de manga le plus lu au monde, qui aujourd'hui n'hésite pas lui-même à prendre des risques et à changer lui-même le style qui marche le mieux. Donc, et puis on parlait d'hybridation et finalement on voit que ça traverse absolument tous les... C'est ça, je pense qu'inconsciemment, il ne le dit pas en disant je vais faire quelque chose d'hybride. Il dit je prends ce qui m'amuse et je vais essayer d'y aller, et au final ça donne un résultat qui est accessible aux lecteurs du monde entier. Chez Glénat, vous publiez aussi des mangas de création parus récemment. Par exemple, voilà, Ningyo, qui veut dire sirène. C'est une créature japonaise qu'on peut apparenter à la sirène. Alors, c'est signé Monsieur Tan, Antoine Doll, qui est le papa de Mortel Adèle, et au scénario, et Mato au dessin. Donc, c'est un seinen et c'est leur deuxième collaboration. C'est un one-shot qui nous emmène dans la forêt d'Aokigahara, au Japon, qui est surnommée la mer d'arbres ou la forêt des suicidés. Et on suit un jeune homme qui a 16 ans, voilà, qui s'appelle Kai et qui va dans cette forêt pour essayer de comprendre pourquoi son grand frère s'est suicidé, et il va faire la rencontre d'une créature étrange qui va changer sa vie. Là, on a vraiment un scénariste français qui s'empare du folklore japonais avec une japonaise, donc on est vraiment dans un échange de culture important. C'est ça, quand on me demande est-ce que le manga est japonais, est-ce que le manga est français, pour ce titre, je ne sais pas, c'est un manga international, franco-japonais. Et au final, qui s'empare peut-être d'un sujet japonais, puisque c'est les folklores japonais qu'ils explorent depuis le premier titre Jizo et sur Ningyo, mais qui a été, on va dire, scénarisé du point de vue d'un Français qui, lui, a grandi justement en lisant du manga, en lisant des BD. Le scénariste comme la dessinatrice ont été très influencés par les œuvres de Miyazaki.
Je pense que ça se voit un peu dans leurs traits. Effectivement, et ce qui est intéressant quand je travaillais avec ces deux personnes, c'est que leurs échanges, même si c'était dans deux langues complètement différentes, ils s'entendaient. En fait, Monsieur Tan donnait une image, donnait un exemple, et tout de suite après, Mato pouvait réagir, elle donnait le dessin, et lui disait « Mais c'est exactement ce que j'ai imaginé. Comment est-ce que tu as pu, de par mon texte, sortir l'image que j'avais dans la tête et le transposer sur papier ?» C'est une collaboration qui devrait se poursuivre sur d'autres titres, peut-être. Mais c'est intéressant qu'aujourd'hui, des auteurs français et japonais puissent avoir une culture commune qui leur permet de travailler ensemble et de créer une œuvre sur laquelle ils se sentent tous les deux en phase. En accord, voilà. Il dit quelque chose à propos du manga qui me semble intéressant. Monsieur Tan, le manga pour moi permet de conjuguer plusieurs énergies, la stase émotionnelle de la littérature et son pouvoir d'incarnation avec la force graphique et l'immédiateté du dessin. C'est un terrain de jeu fantastique pour créer des récits à la fois sensibles et rugueux, poétiques et vivants. Est-ce qu'il parle bien? Oui, il écrit bien, il parle bien. Autre série dont on peut parler, que je trouve originale, c'est Full Night de Kazumi Yasuda. Voilà. Alors, qui parle là d'une société qui n'a plus de soleil, en fait. Depuis une centaine d'années, un nuage s'est interposé entre le soleil et la terre. Donc, la plupart des végétaux sont morts. Et pour pallier le manque d'oxygène, on a trouvé dans cette société une solution qui est la transfloration, c'est-à-dire qu'on transforme des êtres humains en plantes, en semant une graine dans leur organisme. On pratique ça sur les défunts, on pratique ça sur les personnes qui sont en fin de vie. Et l'État verse une prime à ceux qui acceptent de le faire, mais dans un contexte de grande misère sociale, dans une société très difficile, certaines personnes vont avoir envie, comme le héros, de recourir à cette transformation, même si ils ne sont pas en fin de vie. Alors ça nous donne un univers graphique qui est quand même très, très particulier et très riche sur cette hybridation encore. Pour le coup, on parlait peut-être de surproduction tout à l'heure, mais là, c'est un jeune auteur, c'est sa première œuvre. Et je pense que le succès du manga aujourd'hui nous permet de publier des titres comme ça, de belles découvertes. Il publie dans un magazine qui n'est pas forcément connu. Après, il commence à être retrouvé au Japon, puisque je crois qu'il a été choisi dans les Next Manga Awards cette année. Mais effectivement, c'est un manga sur lequel je suis tombée par hasard, en écoutant un autre auteur, d'ailleurs, Suishida, qui publie Tokyo Ghoul, et c'est en écoutant le YouTube de Suishida que tout d'un coup, il a commencé à parler de ce titre en disant « c'est fantastique, j'ai découvert un nouvel auteur ». Et j'ai commencé à lire, et j'ai été impressionnée par cette possibilité de transformer, de faire évoluer le manga, parce qu'il a un style qui rappelle beaucoup de choses tout en étant complètement original. Donc je pense que c'est aussi un des nouveaux talents on dit le manga, mais le manga n'est pas le manga est en constante évolution. Et là, c'est encore un auteur, je pense, qui va faire évoluer le style. Alors évidemment, comme en littérature ou en bande dessinée, tous les genres sont représentés dans le manga. Et par exemple, le thriller, Timothée Guédon, on a une série qu'on peut évoquer ensemble, c'est Adabana. Voilà, trop bien, dit les libraires, vous pourrez en témoigner. Un thriller psychologique signé Non, c'est une série qui est prévue en 3 tomes. Et on retrouve, en fait, à l'origine de cette histoire, une main découpée d'une jeune lycéenne, Mako. Et sa meilleure amie, Mizuki, se rend à la police et s'accuse du meurtre. Des zones d'ombre persistent dans son récit, et c'est son avocat qui va tenter de tirer l'affaire au clair. On est happé dès le début par l'intrigue, par cet univers enneigé, avec un réalisme qui est saisissant sur certaines scènes. Glaçant, ouais. par moments. Ouais. Bon, faut pas vous spoiler, donc je ne dirai rien. Merci. C'est juste que, mais voilà, en manga, il y a évidemment aussi des thrillers, et quand ils sont bons, comme en littérature, ils vous chopent et vous avez envie de découvrir le fin mot de l'histoire. Et Non y arrive avec brio, avec un style très réaliste, donc à ne pas mettre entre toutes les mains, parce qu'il y a certaines scènes assez, très trash.
Donc voilà, ne pas mettre ça entre les mains des plus jeunes. Et c'est aussi, encore une fois, les genres, que ce soit en littérature, en cinéma ou autre, sont l'occasion pour les auteurs de parfois glisser des messages. Et là, il est un peu sur cette société japonaise où finalement on a l'histoire d'adolescentes un peu laissées livrer à elles-mêmes et qui vont qui vont tomber entre de mauvaises mains. Jusqu'où on peut aller par amitié, hein, c'est un peu ça oui, voilà. la question. Mais voilà. Un commentaire peut-être, Fabrice Faut pas en dire plus, en fait. C'est ça. Non, c'est magnifique. En plus, ouais. c'est dans la grande série des séries courtes en ce moment, donc ça fait du bien aussi entre deux One Piece d'avoir le temps de lire une série et de la finir de son vivant. Chez Kana, vous publiez une autre série. Alors, qu'on va regarder tout de suite, c'est Sweet Concrete. C'est une première série là d'un auteur qui s'appelle Senshiro et qui est un auteur français. Voilà, dont on a parlé un petit peu avant. Ce projet est arrivé, comme beaucoup de dossiers, par mail, avec une première version qui était beaucoup plus influencée par le comics. On parlait des influences de ces jeunes auteurs, et donc voilà, on a fait ce retour à Senshiro. Ouais, c'est intéressant, mais tu es trop dans les codes comics. Et donc il a retravaillé, on s'est revus, voilà, et on a décidé de travailler ensemble sur ce projet-là. Donc on est parti pour un premier arc en 3 tomes. C'est un peu comme beaucoup de jeunes auteurs, il a son univers en tête, il a envie de... Une citadelle, hein, c'est très urbain comme univers. Très urbain. On a une femme flic qui a une tête brûlée et qui est mise à pied par sa hiérarchie parce qu'elle a été trop loin. Et pendant sa mise à pied, elle fait du rangement, parce qu'elle est très, très bordélique, et elle retombe sur des affaires de son père, ancien flic, qui mort pendant le service. Et sauf que elle va se rendre compte qu'il y a des informations qui contredisent ce qu'on lui avait dit jusque-là. Donc là, somme toute, démarrage assez classique d'intrigue policière, sauf que son enquête va l'amener dans une partie de la ville de Ciel Azur, qui est la Citadelle. On pense que c'est un quartier où il n'y a plus personne, puisqu'il y avait une catastrophe industrielle. Et sauf que la vie a repris ses droits, mais avec tout un aspect magique, fantastique, qui chamboule un peu les lois de la nature. Et a amené voilà, la population qui a survécu là à s'affronter avec des clans. Et Asa se retrouve embarquée dans ce monde qu'elle va découvrir, et tout en essayant de percer le mystère autour de la mort de son père. Donc Senshiro, il va à 100 à l'heure, il en met plein la vue. Ses décors sont hallucinants dans le souci du détail. C'est très urbain. On est dans un mélange des genres, hein, si on parlait de genre, voilà, entre le thriller, le manga, l'enquête policière, pardon, le fantastique. Là, on est vraiment sur un carrefour entre des genres différents. Oui, c'est vraiment ça. La jeune génération d'aujourd'hui, elle est celle-ci. Elle est le fruit de toutes ces influences, et ça se ressent dans leurs histoires, dans leurs récits. Mahmoud Larghem, la culture japonaise, elle accorde une part importante au fantastique, à la magie, aux divinités, aux esprits en tout genre. Ce sont des thèmes dont le Global Manga s'empare aussi largement. Alors, Enfant des abysses, par exemple, d'Erutot, publié en 2022, c'est un shonen. Je vais vous montrer. Voilà. C'est un shonen qui nous raconte l'histoire de Kineke. C'est une jeune orpheline qui doit être sacrifiée par les habitants d'Enda qui veulent obtenir la protection des dieux, qui sont des priostes. Je prononce bien. Mais Kineke est sauvée par Vora, l'une des divinités qui va l'accueillir dans son sanctuaire. Là, l'auteur est un jeune Français, encore, avec un univers mythologique qui est quand même assez stupéfiant. Oui, je vais attendre que Fabrice ait fini de bailler. C'est bon ? Ok. Oui, effectivement. Alors, c'est un jeune auteur. Ouais, il est un jeune auteur bourguignon de 25 ans qui a effectivement une imagination.
à prendre au pied la lettre, c'est-à-dire une imagination débordante, c'est-à-dire que vraiment, j'ai du mal à trouver un contenant de la bonne taille pour faire rentrer toutes ces idées. C'est impressionnant, là, on n'a pas le découpage, on a une illustration pleine page, mais c'est vrai que sur le découpage, tout est foisonnant, tout est exploité. Oui, alors il raconte effectivement l'histoire de ces enfants qui sont malheureusement sacrifiés. Alors la société qu'il décrit est un petit peu complexe parce qu'il y a toute une mythologie sur une divinité un peu malfaisante qui s'en est pris aux humains et qui ont été obligés de s'abriter pendant un certain temps. Et pour s'attirer les bonnes grâces d'autres dieux, pour les réussir à les protéger, ils doivent en fait faire des sacrifices. Et le truc, c'est que dans ce monde-là, les sacrifices en question sont décidés pas arbitrairement. C'est-à-dire qu'il y a des ventes aux enchères qui se font. En fait, il faut imaginer que chaque civilisation de ce monde-là souffre d'un problème. Ça peut être un problème sanitaire, ça peut être un problème, je sais pas moi, d'appréhension de la nature agressive. Ça peut être... Et dans l'histoire d'Enda, on est sur un problème démographique. Donc en fait, les plus grandes familles se rendent compte qu'elles n'arrivent plus à avoir d'enfants. Et donc elles vont intégrer en fait dans leur arbre généalogique des enfants orphelins au patrimoine génétique exceptionnel. Et ceux qui justement n'en ont pas, ce qui est le cas de notre héroïne. De notre jeune héroïne, sont envoyés pour la grande cause à finir en casse-croûte pour des divinités. Alors elle ne le sait pas, elle va arriver là-bas toute contente. Ils sont où les dieux, et quand elle en voit un, elle comprend malheureusement graphiquement ils sont. Oui, non, c'est vrai qu'ils en jettent. Et puis c'est volontairement sombre, mais derrière il y a effectivement, c'est une illustration que j'aime beaucoup parce que derrière l'aspect pesant et terrifiant, même au fond de la gueule du pire des ennemis, on peut y voir de la lumière. Et c'est un peu le cœur du propos d'Hérodote qui nous a séduits. Et puis il produit à une vitesse phénoménale. Enfin, dans notre catalogue, c'est le tireur le plus rapide de l'Ouest. Belle expression. Autre série paru chez vous pour qu'on fasse un petit focus, un Wandering Souls, qui veut dire amérante. Voilà, c'est un diptyque de Zéliane, qui est aussi une autrice française. Son héroïne, c'est Aïten, qui est une farouche orpheline un peu étrange, puisqu'elle a le pouvoir de parler avec les cadavres des animaux. À un moment donné, elle devrait mourir. Elle a un accident dont elle ne devrait pas réchapper. Mais comme elle est toujours vivante, on la prend pour une sorcière dans son village. On la prend déjà pour une dingue à parler avec des résidus d'animaux morts. Et effectivement, la goutte qui fait déborder le vase, c'est cette chute malencontreuse d'une falaise où ces chasseurs qui habitent son village la voient se régénérer et décident de la bannir. Et donc, on commence sur une errance un peu aléatoire où elle va suivre, elle est guidée par la voix d'un animal qui en fait va posséder différents... Passe d'une dépouille à l'autre en fait, c'est la même voix. Ça. Et elle va se retrouver face à un temple où elle va faire la rencontre d'un petit garçon qu'on peut voir à l'image là, qui s'appelle Z et qui squatte ce temple depuis plusieurs siècles et n'arrive pas à en sortir. Et quand bien même on lui ouvrirait la porte, on n'est pas sûr qu'il prenne son courage à deux mains. Et c'est effectivement ce mouvement-là, l'arrivée d'Aïten qui va initier une magnifique dynamique. Ils ont chacun des raisons de parcourir ce monde-là, un monde qui est aussi merveilleux qu'hostile. Et leur quête va finalement, ils vont s'entraider pour atteindre des buts différents. Et potentiellement, l'un des deux, le succès d'une des deux quêtes va peut-être coûter cher à l'autre. Donc voilà, il y a une dimension dramatique, on n'en dira pas plus. Autre style avec la série Skilled Fast. Alors là, on est plutôt sur du polar d'anticipation. On peut dire ça comme ça. C'est une série en 2 tomes, une enquête menée par... 3 tomes. En 3 tomes, Pardon. Oui. Pardon, oui, j'ai mal noté. C'est Hatchin, l'auteur de cette série, qui nous emmène en 2097 dans un monde où les humains sont augmentés par des skills fast, ce sont des implants qu'ils ont dans la nuque. Un ancien policier qui est devenu détective va enquêter sur des meurtres commis par un serial killer qui justement milite contre le transhumanisme. On est dans un univers là beaucoup plus réaliste, même s'il est futuriste, avec une réflexion éthique, on peut dire, sur des choses qui nous traversent déjà dans nos sociétés. Oui, alors avec toute l'humilité possible, la question est posée, c'est qu'est-ce que c'est qu'être humain ?
L'auteur, alors on parlait tout à l'heure, je ne sais pas qui parlait d'un libraire aveyronnais, je sais pas, je crois que c'est toi. Voilà, on a un auteur qui vient de là-bas. Il n'y a pas grand-chose, je confirme, autour de chez lui. Il a du mal à trouver un libraire. Mais voilà, il a effectivement à cœur de porter le message de voilà, à quoi va ressembler la société de demain. On est un croisement au niveau influence. Voilà, vous prenez Black Mirror et Blade Runner un petit peu, puis et avec une bonne touche de Seven quand même, parce que voilà, donc il y a une culture cinéma qui a enrichi le propos, et cette enquête assez haletante repousse, en tout cas je trouve, les frontières du manga tel qu'on peut le concevoir aujourd'hui, même en termes de création originale. Voilà, je reçois effectivement, je me répète un petit peu, mais dans les divers projets que je reçois, il y a la volonté plutôt de pousser du shonen chez les jeunes auteurs. Et même si on a, nous aussi, des titres étiquetés shonen, on a plutôt tendance, comme dans Enfants des Abysses, à pas être dans les codes habituels du héros qui se dépasse, etc. On a tendance à poser une question et impliquer le lecteur dans cette réflexion. Et là, le transhumanisme en fait partie. Fabrice, on le voit bien, c'est difficile de se repérer dans le flot des publications manga. L'équipe de votre librairie organise le prix du lecteur Manga Addict, qui est ouvert au collège, au lycée. Vous proposez une sélection, je crois, d'une quinzaine d'ouvrages dans les différentes catégories. C'est une façon pour vous de proposer des choses de qualité, première question, pour que les jeunes puissent s'y retrouver. Et quels sont vos critères pour le choix de cette sélection ? Alors, en fait, la première chose, c'était surtout de pouvoir proposer des choses de qualité aux bibliothèques et au CDI, parce que les jeunes, ça va, ils s'y retrouvent. Par contre, on avait en face de nous beaucoup de personnel de CDI de professeurs, de profs-doc, qui soit suivaient les conseils des élèves et commandaient des mangas en fonction des conseils des élèves, ce qui fait qu'on se retrouvait dans les CDI avec Fairy Tail et Naruto et One Piece, ce qui est bien, mais ça bousillait tout leur budget quand même. Parce que quand on a tous les tomes, c'est fou. Et en fait, ça les réconciliait pas non plus forcément avec le genre, puisque c'était des lectures d'enfants. Ou de jeunes adultes. Et nous, on voulait montrer aussi aux enfants qu'il existait d'autres mangas qui ne sont pas des gros blockbusters, etc., qui sont édités souvent d'ailleurs par les mêmes. Comme disait quelqu'un tout à l'heure à côté, on profite des fois de la notoriété d'un titre pour pouvoir éditer d'autres titres plus confidentiels. Et effectivement, il y a des choses. Donc nous, on propose effectivement un prix qui est décomposé en 3 parties. Donc comme vous disiez tout à l'heure, donc les shoujo, les shonen et les seinen. Même si j'aime pas trop, mais on est un peu ces classements, ils nous a un peu imposé. Et on parlait de lecture filles, par exemple, pour les shoujo. Je pense que les filles, elles ont juste oublié qu'elles devaient lire que des shoujo, normalement, parce que je pense qu'elles lisent S'il y a bien un lectorat qui lit tout, c'est bien elles. Je pense que 70% des lecteurs, c'est des filles. Et donc, voilà, donc on fait... et en fait, les élèves doivent voter sur le meilleur de la catégorie, mais surtout, c'est-à-dire que les garçons sont invités à lire les 5 shoujo aussi, etc. Donc c'est ça qui nous plaît un peu là-dedans. Et on a commencé il y a 3-4 ans, on avait 3, 4, 5 établissements, là et maintenant on a une centaine qui jouent avec nous. Mais après nous on fait ça juste dans notre département, ça nous occupe déjà beaucoup. Alors dans l'univers manga, il y a un phénomène qui est important, ce sont les communautés de lecteurs, de fans, avec notamment une structuration via Internet, mais aussi des grands événements comme la Japan Expo à Paris. Vous organisez, vous êtes partenaire en tout cas, de la Japan Addict, qui se déroule au Zénith de Strasbourg, avec 180 exposants. C'est une association organisatrice qui est Kakemono, dont vous êtes président. Exactement. En fait, au départ, c'était pour faire une fête pour nos clients. Mais comme la librairie était trop petite, on a loué une salle. Et maintenant, la salle, elle est trop petite. Alors, on a loué une autre salle. Puis maintenant, on a loué le Zénith de Strasbourg. Et le Zénith de Strasbourg est trop petit. Donc, ça devient compliqué. Vous allez sortir de la région. Mais ça fait 20 ans qu'on fait ce petit salon. On a commencé, il y avait 500 personnes. Il y avait 15 exposants en 2004. Et là, on est en 2003. On vient d'en sortir. Là, c'était début juin. On a eu 18 000 visiteurs et 213 exposants exactement. On a une réunion la semaine prochaine avec le Zénith pour savoir comment on fait. Parce que là, on a battu tous leurs records, donc faut qu'on pousse les murs là maintenant. Et vous avez eu, je crois, une récompense, un certificat de la part du ministère des Affaires étrangères. Ah oui, on a eu... japonais, oui, ouais. Exactement. Il y a quelques années, on a eu une récompense pour notre action de réconciliation entre les deux peuples. Passeur. Parce qu'effectivement, pour notre action qu'on fait... mais la plus belle récompense, on l'a eu début juin avec la visite de la ministre de la Culture
lors de notre salon. Et de mémoire, je pense qu'il n'y a jamais eu de ministre de la Culture dans un salon manga. Donc ça nous a fait vraiment hyper plaisir. Parce qu'il faut savoir que moi, je suis dans le secteur depuis 2002. Il y avait vraiment un manque de reconnaissance et un besoin de reconnaissance qui était assez fort. Et je crois que j'ai jamais vu un ministre se faire autant applaudir. Ça faisait longtemps en tout cas. Satoko Inaba, le manga peut avoir une dimension pédagogique, puisqu'on a peut-être parmi nous des enseignants bibliothécaires, avec des séries comme Dr Stone, de Reishiro Inagaki au scénario et Boichi au dessin, 21 tomes parus depuis 2018. On est dans un futur proche dans lequel l'humanité a été entièrement pétrifiée lors d'un phénomène très brutal, comme Pompéi un petit peu. 2 lycéens ont survécu, Senku et Taiju, qui sont les seuls survivants, et qui, eux, vont émerger de ce sommeil pétrifié en 5738, après 3700 ans de sommeil, et ils doivent recréer la civilisation à partir de zéro. Mais le héros, Senku, est un jeune homme qui a beaucoup de connaissances scientifiques et donc grâce à ça qui va pouvoir faire avancer cet embryon de civilisation. Il n'y a rien que la science ne puisse expliquer, dit-il. Les informations qui sont mises en scène dans ce manga sont exactes toujours sur le plan scientifique. C'est pour donner goût en fait au jeune lectorat. Je pense, oui. Alors le scénariste disait que alors il y a dans les 2 adolescents qui ont ressuscité, il y a Taiju qui est le héros du shonen classique, pas très intelligent, plein de bonne volonté et avec beaucoup de force physique. Et au final, on se rendra très vite compte que le vrai héros est Senku, celui qui a un génie de la science, qui a tout retenu, qui connaît toute la science actuelle par cœur, et donc lui, à partir de rien, il va faire renaître la civilisation, une civilisation d'ailleurs, pas forcément la nôtre, à partir de zéro, à l'aide de ses amis. Ce qui est intéressant, c'est quand même que oui, l'auteur est accompagné d'un scientifique qui contrôle vraiment tout ce qu'il fait. Il y a une double lecture, je pense, dans le manga. Les adolescents, ils voient un récit d'aventure où il y a un côté MacGyver, découverte, on fait des expériences et on arrive à faire des choses. J'ai lu sur un forum que c'était le Jamy du manga. Oui, c'est ça. Complètement. Et à côté, les scientifiques donc, peuvent lire le titre et toutes les explications sont vraies. Et tout ce qu'ils ont fait, fait plaisir aux parents aussi. Être réalisé. Ce qui fait plaisir aux parents et aux adultes aussi. J'ai eu des échos de professeurs de collège qui me disaient que lui, il avait décidé de mettre les titres dans sa salle de classe et les élèves se les arrachent. Et ça montre aussi peut-être aux jeunes qu'un cours de physique, un cours de chimie, ça peut être intéressant. En étant intelligent, on peut devenir un héros de shonen. Voilà, et que l'aventure est pas forcément, on n'a pas besoin peut-être d'attendre un bateau pirate, avoir des très grandes connaissances scientifiques peuvent nous aider à devenir le héros du lendemain. Un récit de survie. Voilà. Timothée, en 2020, vous avez créé au sein des éditions Kana la collection Life. Donc dans votre label Big Kana, qui sont des albums un peu plus grands que le format manga habituel. Il s'agit de conquérir. Alors là, on est sur un lectorat mixte, assumé. On sort des catégories genrées, on va dire. Et puis c'est pour peut-être une génération qui a grandi avec du shonen et qui aujourd'hui a d'autres préoccupations en tant qu'adulte. Oui, c'était un peu le constat qu'on faisait quand on avait des stagiaires qui venaient au bureau. On leur demande à chaque fois, mais qu'est-ce que tu lis, qu'est-ce que tu aimes, voilà, vers quel genre tu es. Et on notait, notamment chez les lectrices, que elles avaient lu du shoujo pendant de nombreuses années et délaissaient un peu le manga en arrivant vers cette phase où études supérieures ou entrer dans la vie active. Et on se dit, mais c'est dommage de perdre ces lecteurs-là, surtout qu'ils continuent d'aimer le format du manga. Donc on a cherché un peu à reconquérir ce public-là en allant effectivement sur des histoires mixtes qui s'adressent aussi bien aux garçons qu'aux filles, et en les inscrivant dans des récits tranches de vie pour que ce soit vraiment en adéquation avec leur quotidien à eux, lecteurs, qui se retrouvent dans ces personnages. Et alors, voilà, on va dire ça va démarrer, à l'entrée à la fac, aux études supérieures, ou vraiment dans la vie active, ou encore un peu plus loin. Mais c'est vraiment dans cette volonté de
continuer à proposer des récits à ces lecteurs qui ont aimé le manga et qui parfois le délaissent pour aller vers le roman graphique ou autre, mais donc les faire revenir sur le manga avec des problématiques qui leur sont plus proches. Et donc il va y avoir les histoires de l'installation en vie en couple, comment ça se passe, comment on apprend à faire des compromis. Et là, pour Entre deux qu'on sort cette année, on est déjà sur un couple installé. Ils vivent ensemble depuis 9 ans. À peu près, oui, c'est ça. Et évidemment, lui, évidemment, c'est pas si évident. va commettre un impair, va avoir une aventure avec une de ses collègues. L'aventure d'un soir. Une aventure d'un soir, sauf que cette collègue, en un soir, elle va tomber enceinte. Et elle va décider de garder l'enfant, mais en se disant, mais de toute façon, toi, je veux pas que tu interviennes dans ma vie, je le garde et je veux plus rien avoir à faire avec toi. Et donc, on va suivre les personnages, donc cette jeune femme qui, pour garder cet enfant, mais avec le poids de la société japonaise, décide de quitter son boulot pour partir, retourner en province dans sa famille. Lui, qui va devoir annoncer parce que, il décide de l'annoncer à sa compagne parce qu'il n'arrive plus à le gérer et que ça le travaille, que ça le rend malade. Et donc sa compagne qui va se prendre cette nouvelle en plein dans la figure et comment elle va réagir et comment ils vont continuer ou pas à vivre ensemble. Et c'est ça qui nous intéressait dans ce récit, c'est que l'autrice ne porte pas de jugement de valeur sur le choix de chacun de ces personnages. Ce sont des récits, c'est un récit de vie avec chacun, c'est sa problématique et elle arrive à être très juste dans la réaction, dans la description des réactions de chacun des personnages, dans leur coup de gueule ou pas. Et ce qui est intéressant, c'est que bien que ce soit ancré évidemment dans la culture japonaise, il y a quelque chose de très universel dans la façon dont elle traite cette psychologie des personnages. C'est ça un peu la difficulté pour nous pour trouver ce type de récit, c'est effectivement trouver des récits qui ne soient pas trop ancré dans la culture japonaise pour que ça puisse continuer de parler à des lecteurs ou des lectrices françaises. Et là, on y arrive, mais c'est vrai que c'est pas toujours le cas. Souvent, les schémas la société japonaise n'est pas la société française. Et donc, les figures de héros ou de personnages sont parfois, pour des lectrices notamment, elles se diraient mais qu'est-ce que c'est que cette nana, on serait à côté de la plaque. Donc là, on est vraiment très content avec ce récit-là d'avoir trouvé une jeune femme qui avait une carrière de journaliste et qui a décidé, parce qu'elle ne se retrouvait pas dans ce métier-là, de changer de vie, de commencer à travailler dans un restaurant de bento. Mais il y a son mec qui lui annonce ça et comment ils vont faire. Et donc ce sera une série en 5 tomes. Et on va pouvoir suivre un peu les pérégrinations de ces personnages avec chacun leur réaction, leur choix et une bonne manière d'ouvrir le débat, de lancer une discussion sur ces thématiques-là. Alors avant que vous puissiez poser vos questions, Fabrice, une réaction par rapport à ce type de manga et au lectorat peut-être que vous avez de jeunes adultes ou d'adultes même vieillissants qui, comme moi. Moi, je viens d'avoir 50 ans, alors comme j'ai 10 ans, c'est... Donc, en effet, est-ce que vous en voyez qui se présentent à la librairie, qui sont en recherche de lecture, qui ne sont pas forcément des lectures d'aventure, de shonen en particulier? Oui, alors nous, on est très, très militants en plus sur ça. C'est-à-dire que nous, maintenant, notre première approche, c'est pas du tout de renseigner le jeune adolescent qui rentre dans notre boutique, c'est de renseigner la jeune maman ou la grand-mère qui accompagne, ou le grand-père, j'en ai pas. Et de lui demander ce qu'elle cherche, elle, en partant du principe que c'est sûrement pour elle qu'elle est venue, ce qui est souvent pas le cas, mais notre but maintenant est de lui vendre le manga, pas pour lui vendre des trucs, mais vraiment pour lui montrer qu'il y a des choses pour elle. Et que ça serait une erreur de juger le manga que sur les lectures de sa fille ou de son fils, parce qu'évidemment on va pas forcément lui parler, mais par contre effectivement il y a une production maintenant qui a grandi en fait avec les lecteurs,
Entre 93 et 2022, il s'est passé presque 30 ans. Et les lecteurs ont pris 30 ans aussi dans la tête. Donc fatalement, les mangas aussi. Et l'avantage, c'est qu'au Japon, il y en a plein. Donc il fallait juste piocher dans les mangas pour quarantenaires et plus. Et il y avait un peu de quoi faire aussi. Et il y a de recherches dans tout. C'est-à-dire qu'on parlait de thriller tout à l'heure, mais c'est vrai que dans la romance aussi, il y a des romances beaucoup plus adultes qui arrivent, ou des sujets de société, des adaptations de classiques de la littérature occidentaux aussi qui arrivent. On a Les Misérables en manga, on a du Descartes en manga maintenant. Ouais, enfin, notre patrimoine littéraire est très adapté en manga. Et puis les Japonais adorent ça, et puis les éditeurs ils piochent que dedans. Genre ce que disait tout à l'heure justement le représentant d'Édition Kana. Moi je suis plutôt pour qu'on édite des mangas qui parlent du Japon. Le plus possible, et c'est parce que je pense que les lecteurs de manga, ce qu'ils aiment dans la lecture de manga, c'est pas ce qui nous ressemble le plus, c'est justement ce qui nous distingue le plus avec les Japonais. Et ce qu'on aime dans le manga, c'est la culture qu'il y a derrière. Et si on a aimé ça, c'est parce qu'on a trouvé ça étrange. Si on a aimé le voyage de Chihiro, c'est parce qu'on comprenait rien à leur histoire de spiritualité. C'est quoi? C'est ce dieu qui ressemble à un navet. Et on a trouvé ça sûrement beaucoup plus poétique que les Japonais qui, eux, avaient les codes. Nous, on les avait pas, et on a aimé ça, et on a adoré ça, et on a cherché, et on peut chercher. Donc, faut pas hésiter, à mon avis, à aller dans l'obscur Japon. Avez-vous des questions, puisqu'on arrive bientôt au terme de cette rencontre? Oui, madame, vous pouvez appuyer sur... Alors moi j'en ai deux. La première, elle tient au fait que maintenant que du coup le manga est un modèle économique qui marche en France, il y avait un énorme dossier là-dessus dans Livre Hebdo en mars disant que plus d'une BD sur 2 était un manga vendu l'année dernière, donc félicitations. Donc la production commence à être énorme en France, mais on sait qu'elle est beaucoup plus importante au Japon. Donc comment est-ce qu'on fait une sélection de titres parmi tout ce qui est proposé sur le marché japonais, et comment est-ce qu'on négocie les prix, parce que j'ai bien conscience que derrière, les filiales japonaises savent que vous êtes un apport économique très intéressant et potentiellement pourrait vous charger un petit peu sur les droits de traduction. Et la deuxième question que j'avais, en fait, aurait pu marcher sur la table ronde d'avant aussi, comment est-ce que vous réagissez face à ces nouveaux formats émergents qu'il y a à côté du manga et même du manhwa, et je pense notamment au webtoon, qui est du coup pour moi vraiment directement le petit frère du manhwa, qui du coup à la base était pensé vraiment sur un format numérique et importé sur ce format-là. C'est un format de lecture coréen. Tout à fait, vraiment verticale. pensé pour une lecture sur smartphone à la base, qui a d'ailleurs été importé par Naver directement, qui est un gros groupe industriel coréen en France, avec une filiale française implantée. Mais on se rend compte maintenant qu'en fait, on a des lecteurs suffisamment intéressés pour que ce soit aussi réédité en papier. Et nous, au niveau des bibliothèques, on commence à se poser la question, mais comment est-ce que c'est géré par des éditeurs historiques comme vous, en fait ? Êtes-vous déjà dans le webtoon? Alors, il y a Didier Borg qui avait été précurseur dans ce domaine-là comme éditeur français. Vous êtes sur de la lecture numérique, les uns et les autres, aujourd'hui? Pas encore le format webtoon? On propose les versions numériques des mangas qu'on édite actuellement. Après, sur le webtoon, pour l'instant, nous, on n'y est pas encore. C'est vrai que c'est un autre format. On publie déjà de la BD, du manga. C'est Glénat Mangamax, la plateforme numérique. La plateforme, Glénat Mangamax, c'est plus une plateforme pour nous de découverte. C'est une grande vitrine pour permettre aux personnes qui parfois ne vont pas dans les librairies, ne vont pas chercher le format papier, de pouvoir découvrir le catalogue en ligne et ensuite de les mener vers les librairies. Et il y a de la simultrade aussi, vous traduisez simultanément. Ça, c'est plus pour lutter contre le piratage, qui est un phénomène toujours présent, contre lequel on essaye tous de se battre. Ce qui n'est pas quelque chose de très facile, malgré le simultrade. Mais voilà, on essaye. Le fait de faire du simultrade nous permet de dire qu'il y a une version officielle et nous permet de communiquer en disant que il est là. Et si vous l'avez là, vous pouvez aussi aller en librairie et acheter le volume. Donc pas de webtoon pour l'instant chez Kana. Est-ce que vous y pensez? Oui, on y pense. Pour l'instant, donc on n'en a pas encore sorti. Il y a notamment aussi des licences qu'on a déjà publiées sous format papier qui vont être déclinées ou qui le sont déjà en format webtoon au Japon. Donc évidemment, on se dit tiens, il y a peut-être aussi là une expérience à mener. Après, voilà, c'est encore un autre travail qui vient se rajouter puisque c'est pensé pour
le téléphone, support, ouais. le smartphone, et donc une lecture en scroll. Et transposer ça sur le format papier, si on le fait tel quel, ça marche pas. Ça fonctionne pas. Donc il y a tout un travail de recomposition de page qu'il faut effectuer. Mais oui, pourquoi pas. Après voilà, ça a tué le livre en Corée. Les seuls livres qui continuent d'exister en Corée, ce sont les webtoons qui ont eu énormément de succès, qui ont été déclinés en drama, en film, en série animée, et qui du coup ont droit à leur version livre. Bon, voilà, c'est une autre approche. Mais c'est vrai que notre public est attaché aux livres. Donc même s'ils lisent sur du format webtoon, sur téléphone, certains ont cette envie de posséder, d'avoir l'objet livre en main. Donc voilà, il y a une réflexion à mener là-dessus. Mahmoud Larghem, vous proposez aussi de la lecture numérique sur la plateforme e-libraire, chez les e-libraires, voilà. Pas de projet non plus webtoon, pas de réflexion par rapport à ce phénomène-là? Donc pour l'instant, nous on est en création. Effectivement, on pourrait penser qu'on a justement toute la liberté de pouvoir travailler en format webtoon, mais on est encore une jeune maison d'édition. On n'est pas, on fait pas partie des acteurs historiques du secteur. Et à l'heure actuelle, les auteurs avec qui nous travaillons ont à cœur de proposer des projets publiables en format manga, vraiment l'approche classique. Mais il serait peu avisé de se fermer la porte à toute forme de médias émergents de toute façon, à mon avis. Avez-vous d'autres questions? Par ici, pardon. Oui, moi je me demandais si la production de manga non japonaise s'exporte aussi au Japon. Le global manga, est-ce que les Japonais sont intéressés par le sujet? A priori, ils n'ont pas de raison d'être à fond là-dessus. Il y a des cas, oui, ça s'est fait. Il y a des collaborations qui se font. Je sais que là, on peut prendre l'exemple d'un manga qui a, on peut dire, réussi le tour de force d'être publié au Japon et d'avoir une version animée. Donc, on parle du manga Radiante. C'est publié chez Ankama et c'est Tony Valente, l'auteur. Mais il me semble, et là, je vais du coup tomber une petite balle à mon copain Timothée, que dans les publications, même dans le Tezukomi ou même dans des magazines, il y a eu des titres de kana, je pense à Save Me Pity par exemple, qui ont pu sortir au Japon, si je me souviens. Save Me Pity avait été publié au Japon uniquement en format digital. Elsa a participé au Tezukomi avec une histoire courte où elle revisitait Princesse Saphir, si je ne dis pas de bêtises. Et avec Elsa, on a publié, et on a travaillé main dans la main avec une éditrice japonaise pour son ouvrage Par le pouvoir des dessins animés. Parce que cette éditrice japonaise était très curieuse de cet engouement pour le manga en France et que des auteurs qui ont grandi dans le pays du franco-belge aient envie de raconter en manga. Et donc, on lui a proposé de travailler avec Elsa pour qu'elle raconte son parcours. Et donc, ça a été publié aussi au Japon. C'est une espèce de curiosité de la part des Japonais par rapport à pourquoi il y a ce phénomène en France. Après, oui, c'est ce que disait Mahmoud, ils ont énormément de titres. Donc après, c'est peut-être plus une envie de certains éditeurs d'aller voir ce qui est proposé ailleurs, une façon aussi de ramener du sang frais dans leur propre production qui pourrait avoir tendance à se scléroser avec un genre comme l'isekai où ils ne font plus que ça et on se dit mais bon, il va falloir qu'ils en sortent un jour ou l'autre parce que sinon on va s'emmerder. Une dernière question peut-être avant qu'on se quitte. Non, il y avait... Oui, les critères par rapport aux importations de licences. Difficilement. Ouais.
Je pense que chacun essaye de mettre en valeur ses manières fortes et effectivement, ce n'est pas que sur la somme d'argent qu'on propose, c'est lié à beaucoup d'autres choses et selon les éditeurs, les choix sont liés, enfin les choix sont faits soit par les auteurs, soit par l'auteur et l'éditeur. Je pense qu'il y a plusieurs cas possibles. Donc, on n'a pas de solution miracle pour obtenir un titre non plus. En précisant que les Japonais ne mettent pas tous leurs œufs dans le même panier, puisque entre les droits de One Piece, le manga et les droits de l'animé, c'est Kana qui exploite l'animé. Donc, en fait, l'éditeur japonais ne va pas forcément confier l'ensemble d'une œuvre au même éditeur français. Mais là, c'est déjà plus le même ayant droit. C'est l'ayant droit animé n'est pas l'ayant droit. N'est pas forcément le même. Voilà. Donc ça rend la négociation encore particulièrement difficile. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Merci à toutes et à tous. Merci à toutes et à tous. Merci à nos intervenants.